Alain Fournier, Le Grand Maulne, partie 3. Chapitre 7. Le jour des noces. C'est un jeudi, au commencement de février, un beau jeudi soir placé où le vent souffle. Il est 3h30, 4h. Sur les haies auprès des bourgs, les lessives sont étendues depuis midi et sèchent à la bourrasque. Dans chaque maison, le feu de la salle à manger fait luire tout un reposoir de joujoux vernis. Fatigué de jouer, l'enfant s'est assis auprès de sa mère et il lui fait raconter la journée de son mariage. Pour celui qui ne veut pas être heureux, il n'a qu'à monter dans son grenier et il entendra jusqu'au soir siffler et gémir les naufrages. Il n'a qu'à s'en aller dehors sur la route et le vent lui rabattra son foulard sur la bouche comme un chaud baiser soudain qui le fera pleurer. Mais pour celui qui aime le bonheur, il y a au bord d'un chemin boueux la maison des Sablonnières, où mon ami Maulne est rentré avec Yvonne de Galais, qui est sa femme depuis midi. Les fiançailles ont duré 5 mois. Elles ont été paisibles, aussi paisibles que la première entrevue avait été mouvementée. Maulne est venu très souvent aux Sablonnières, à bicyclette ou en voiture. Plus de 2 fois par semaine, courant ou lisant près de la grande fenêtre qui donne sur la lande et les sapins, mademoiselle de Galais a vu tout d'un coup sa haute silhouette rapide passer derrière le rideau, car il vient toujours par l'allée détournée qu'il a prise autrefois. Mais c'est la seule allusion tacite qu'il fasse au passé. Le bonheur semble avoir endormi son étrange tourment. De petits événements ont fait date pendant ces 5 calmes mois. On m'a nommé instituteur au hameau de Saint-Benoît-des-Champs. Saint-Benoît n'est pas un village. Ce sont des fermes disséminées à travers la campagne et la maison d'école est complètement isolée sur une côte au bord de la route. Je mène une vie bien solitaire. Mais en passant par les champs, il ne faut que 3/4 d'heure de marche pour gagner les Sablonnières. Delouche est maintenant chez son oncle, qui est entrepreneur de maçonnerie au Vieux-Nancy. Ce sera bientôt lui le patron. Il vient souvent me voir. Maulne, sur la prière de mademoiselle de Galais, est maintenant très aimable avec lui. Et ceci explique comment nous sommes là tous deux à rôder vers 4h de l'après-midi, alors que les gens de la noce sont déjà tous repartis. Le mariage s'est fait à midi, avec le plus de silence possible, dans l'ancienne chapelle des Sablonnières qu'on n'a pas abattue et que les sapins cachent à moitié sur le versant de la côte prochaine. Après un déjeuner rapide, la mère de Maulne, M. Sorel et Milly, Florentin et les autres sont remontés en voiture. Il n'est resté que Jasmin et moi. Nous errons à la lisière des bois qui sont derrière la maison des Sablonnières, au bord du grand terrain en friche, emplacement ancien du domaine aujourd'hui abattu. Sans vouloir l'avouer et sans savoir pourquoi, nous sommes remplis d'inquiétude. En vain, nous essayons de distraire nos pensées et de tromper notre angoisse en nous montrant, au cours de notre promenade errante, l'ébauche des lièvres et les petits sillons de sable où les lapins ont gratté fraîchement, un collet tendu, la trace d'un braconnier. Mais sans cesse nous revenons à ce bord du taillis d'où l'on découvre la maison silencieuse et fermée. Au bas de la grande croisée qui donne sur les sapins, il y a un balcon de bois envahi par les herbes folles que couche le vent. Une lueur comme d'un feu allumé se reflète sur les carreaux de la fenêtre. De temps à autre, une ombre passe. Tout autour, dans les champs environnants, dans le potager et dans la seule ferme qui reste des anciennes dépendances, silence et solitude. Les métayers sont partis au bourg pour fêter le bonheur de leur maître. De temps à autre, le vent chargé d'une buée qui est presque de la pluie nous mouille la figure et nous apporte la parole perdue d'un piano. Là-bas, dans la maison fermée, quelqu'un joue. Je m'arrête un instant pour écouter un silence. C'est d'abord comme une voix tremblante qui, de très loin, ose à peine chanter sa joie. C'est comme le rire d'une petite fille qui, dans sa chambre, a été chercher tous ses jouets et les répand devant son amie. Je pense aussi à la joie craintive encore d'une femme qui a été mettre une belle robe et qui vient la montrer et ne sait pas si elle plaira. Cet air que je ne connais pas, c'est aussi une prière, une supplication au bonheur de ne pas être trop cruel, un salut et comme un agenouillement devant le bonheur. Je pense, ils sont heureux enfin, Maulne est là-bas près d'elle. Et savoir cela, en être sûr, suffit au contentement parfait du brave enfant que je suis. À ce moment, tout absorbé, le visage mouillé par le vent de la plaine comme par l'embrun de la mer, je sens que me touche l'épaule. « Écoute !» dit Jasmin tout bas. Je le regarde. Il me fait signe de ne pas bouger. Et lui-même, la tête inclinée, le sourcil froncé, il écoute. Chapitre 8. L'appel de Franz. Oh, oh. Cette fois, j'ai entendu. C'est un signal, un appel sur 2 notes, hautes et basses, que j'ai déjà entendu jadis. Oh, je me souviens. C'est le cri du grand comédien lorsqu'il hélait son jeune compagnon à la grille de l'école. C'est l'appel à quoi Franz nous avait fait jurer de nous rendre, n'importe où et n'importe quand. Mais que demande-t-il ici, aujourd'hui, celui-là? Cela vient de la grande sapinière à gauche,
dis-je à mi-voix. C'est un braconnier, sans doute. Jasmin secoue la tête. Tu sais bien que non, dit-il. Puis plus bas. Ils sont dans le pays tous les deux depuis ce matin. J'ai surpris Ganache à 11 heures en train de guetter dans un champ auprès de la chapelle. Il a détalé en m'apercevant. Ils sont venus de loin, peut-être à bicyclette, car il n'était couvert de boue jusqu'au milieu du dos. Mais que cherchent-ils? Je n'en sais rien. Mais à coup sûr, il faut que nous les chassions. Il ne faut pas les laisser rôder aux alentours. Ou bien toutes les folies vont recommencer. Je suis de cet avis, sans l'avouer. Le mieux, dis-je, serait de les joindre, de voir ce qu'ils veulent et de leur faire entendre raison. Lentement, silencieusement, nous nous glissons donc en nous baissant à travers le taillis jusqu'à la grande sapinière d'où part, à intervalles réguliers, ce cri prolongé, qui n'est pas en soi plus triste qu'autre chose, mais qui nous semble à tous les deux de sinistre augure. Il est difficile, dans cette partie du bois de sapin, où le regard s'enfonce entre les troncs régulièrement plantés, de surprendre quelqu'un et de s'avancer sans être vu. Nous n'essayons même pas. Je me poste à l'angle du bois. Jasmin va se placer à l'angle opposé de façon à commander comme moi, de l'extérieur, deux des côtés du rectangle, et à ne pas laisser fuir l'un des bohémiens sans le héler. Ces dispositions prises, je commence à jouer mon rôle d'éclaireur pacifique, et j'appelle. « Franz ! Franz, ne craignez rien, c'est moi, Sorel. Je voudrais vous parler. » Un instant de silence. Je vais me décider à crier encore lorsque, au cœur même de la sapinière, où mon regard n'atteint pas tout à fait, une voix commande. « Restez où vous êtes, il va venir vous trouver. » Peu à peu, entre les grands sapins que l'éloignement fait paraître serrés, je distingue la silhouette du jeune homme qui s'approche. Il paraît couvert de boue et mal vêtu. Des épingles de bicyclette serrent le bas de son pantalon. Une vieille casquette à encre est plaquée sur ses cheveux trop longs. Je vois maintenant sa figure amaigrie. Il semble avoir pleuré. S'approchant de moi résolument, « Que voulez-vous » demande-t-il d'un air très insolent. « Et vous-même, Franz, que faites-vous ici? Pourquoi venez-vous troubler ceux qui sont heureux? Qu'avez-vous à demander? Dites-le. » Ainsi interrogé directement, il rougit un peu, balbutie, répond seulement. « Je suis malheureux, moi. Je suis malheureux. » Puis, la tête dans le bras, appuyé à un tronc d'arbre, il se prend à sangloter amèrement. Nous avons fait quelques pas dans la sapinière. L'endroit est parfaitement silencieux. Pas même la voix du vent que les grands sapins de la lisière arrêtent. Entre les troncs réguliers se répète et s'éteint le bruit des sanglots étouffés du jeune homme. J'attends que cette crise s'apaise et je dis, en lui mettant la main sur l'épaule, « Franz, vous viendrez avec moi, je vous mènerai auprès d'eux. Ils vous accueilleront comme un enfant perdu qu'on a retrouvé et tout sera fini. » Mais il ne voulait rien entendre. D'une voix assourdie par les larmes, malheureux, entêté, colère, il reprenait. « Ainsi, Maulne ne s'occupe plus de moi. Pourquoi ne répond-il pas quand je l'appelle? Pourquoi ne tient-il pas sa promesse ?»« Voyons, Franz, répondis-je. Le temps des fantasmagories et des enfantillages est passé. Ne troublez pas avec des folies le bonheur de ceux que vous aimez, de votre sœur et d'Augustin Maulne. Mais lui seul peut me sauver, vous le savez bien. Lui seul est capable de retrouver la trace que je cherche. Voilà bientôt 3 ans que Ganache et moi nous battons toute la France sans résultat. Je n'avais plus confiance qu'en votre ami. Et voici qu'il ne répond plus. Il a retrouvé son amour, lui. Pourquoi maintenant ne pense-t-il pas à moi? Il faut qu'il se mette en route. Yvonne le laissera bien partir. Elle ne m'a jamais rien refusé. » Il me montrait un visage où, dans la poussière et la boue, les larmes avaient tracé des sillons sales. Un visage de vieux gamin épuisé et battu. Ses yeux étaient cernés de taches de rousseur. Son menton, mal rasé. Ses cheveux trop longs traînaient sur son col sale. Les mains dans les poches, il grelottait. Ce n'était plus ce royal enfant en guenilles des années passées. De cœur, sans doute, il était plus enfant que jamais. Impérieux, fantasque et tout de suite désespéré. Mais cet enfantillage était pénible à supporter chez ce garçon déjà légèrement vieilli. Naguère, il y avait en lui tant d'orgueilleuse jeunesse que toute folie au monde lui paraissait permise. À présent, on était d'abord tenté de le plaindre pour n'avoir pas réussi sa vie, puis de lui reprocher ce rôle absurde de jeune héros romantique, où je le voyais s'entêter. Et enfin, je pensais malgré moi que notre beau Franz, aux belles amours, avait dû se mettre à voler pour vivre, tout comme son compagnon Ganache. Tant d'orgueil avait abouti à cela. « Si je vous promets, dis-je enfin après avoir réfléchi, que dans quelques jours, Maulne se mettra en campagne pour vous, rien que pour vous. Il réussira, n'est-ce pas? Vous en êtes sûr? Me demanda-t-il en claquant des dents. Je le pense, tout devient possible avec lui. Et comment le saurais-je? Qui me le dira?
Vous reviendrez ici dans 1 an exactement, à cette même heure. Vous trouverez la jeune fille que vous aimez. » Et, en disant ceci, je pensais non pas troubler les nouveaux époux, mais m'enquérir auprès de la tante Moinelle et faire diligence moi-même pour trouver la jeune fille. Le bohémien me regardait dans les yeux avec une volonté de confiance vraiment admirable. 15 ans, il avait encore et tout de même 15 ans. L'âge que nous avions à Sainte-Agathe, le soir du balayage des classes, quand nous rîmes tous les trois ce terrible serment enfantin. Le désespoir le reprit lorsqu'il fut obligé de dire « Eh bien, nous allons partir. » Il regarda, certainement avec un grand serrement de cœur, tous ces bois d'alentour qu'il allait de nouveau quitter. « Nous serons dans 3 jours, dit-il, sur les routes d'Allemagne. Nous avons laissé nos voitures au loin. Et depuis 30 heures, nous marchions sans arrêt. Nous penserons arriver à temps pour emmener Maulne avant le mariage et chercher avec lui ma fiancée, comme il a cherché le domaine des Sablonnières. » Puis, repris par sa terrible puérilité, « Appelez votre Delouche, dit-il en s'en allant, parce que si je le rencontrais, ce serait affreux. » Peu à peu, entre les sapins, je vis disparaître sa silhouette grise. J'appelai Jasmin et nous allâmes reprendre notre faction. Mais presque aussitôt nous aperçûmes, là-bas, Augustin qui fermait les volets de la maison, et nous fûmes frappés par l'étrangeté de son allure. Chapitre 9. Les gens heureux. Plus tard, j'ai su par le menu détail tout ce qui s'était passé là-bas. Dans le salon des Sablonnières, dès le début de l'après-midi, Maulne et sa femme, que j'appelle encore Mademoiselle de Galais, sont restés complètement seuls. Tous les invités partis, le vieux monsieur de Galais a ouvert la porte, laissant une seconde le grand vent pénétrer dans la maison et gémir. Puis il s'est dirigé vers le vieux Nancé et ne reviendra qu'à l'heure du dîner, pour fermer tout à clé et donner des ordres à la métairie. Aucun bruit du dehors n'arrive plus maintenant jusqu'aux jeunes gens. Il y a tout juste une branche de rosier sans feuilles qui cogne la vitre du côté de la lande. Comme 2 passagers dans un bateau à la dérive, ils sont, dans le grand vent d'hiver, 2 amants enfermés avec le bonheur. « Le feu menace de s'éteindre, » dit Mademoiselle de Galais, et elle voulut prendre une bûche dans le coffre. Mais Maulne se précipita et plaça lui-même le bois dans le feu. Puis il prit la main tendue de la jeune fille, et ils restèrent là, debout, l'un devant l'autre, étouffés comme par une grande nouvelle qui ne pouvait pas se dire. Le vent roulait avec le bruit d'une rivière débordée. De temps à autre, une goutte d'eau, diagonalement, comme sur la portière d'un train, rayait la vitre. Alors la jeune fille s'échappa. Elle ouvrit la porte du couloir et disparut avec un sourire mystérieux. Un instant, dans la demi-obscurité, Augustin resta seul. Le tic-tac d'une petite pendule faisait penser à la salle à manger de Sainte-Agathe. Il songea sans doute, c'est donc ici la maison tant recherchée, le couloir jadis plein de chuchotements, de passages étranges. C'est à ce moment qu'il dut entendre, Mademoiselle de Galais me dit plus tard avoir entendu aussi, le premier cri de Franz, tout près de la maison. La jeune femme alors eut beau lui montrer toutes les choses merveilleuses dont elle était chargée, ses jouets de petite fille, toutes ses photographies d'enfants, elle en cantinière, elle et Franz sur les genoux de leur mère qui était si jolie, puis tout ce qui restait de ces sages petites robes de jadis, jusqu'à celle-ci que je portais, voyez, vers le temps où vous alliez bientôt me connaître, où vous arriviez, je crois, au cours de Sainte-Agathe. Maulne ne voyait plus rien et n'entendait plus rien. Un instant pourtant, il parut ressaisi par la pensée de son extraordinaire, inimaginable bonheur. « Vous êtes là, » dit-il sourdement, comme si le dire seulement donnait le vertige. Vous passez auprès de la table et votre main s'y pose un instant. Et encore, ma mère, lorsqu'elle était jeune femme, penchait ainsi légèrement son buste sur sa taille pour me parler. Et quand elle se mettait au piano... Alors Mademoiselle de Galais proposa de jouer avant que la nuit ne vînt. Mais il faisait sombre dans ce coin du salon et l'on fut obligé d'allumer une bougie. L'abat-jour rose sur le visage de la jeune fille augmentait ce rouge dont elle était marquée aux pommettes et qui était le signe d'une grande anxiété. Là-bas, à la lisière du bois, je commençais d'entendre cette chanson tremblante que nous apportait le vent, coupée bientôt par le second cri des 2 fous qui s'étaient rapprochés de nous dans les sapins. Longtemps, Maulne écouta la jeune fille en regardant silencieusement par une fenêtre. Plusieurs fois, il se tourna vers le doux visage plein de faiblesse et d'angoisse. Puis il s'approcha d'Yvonne et, très légèrement, il mit sa main sur son épaule. Elle sentit doucement peser auprès de son cou cette caresse à laquelle il aurait fallu savoir répondre. « Le jour tombe, dit-il enfin. Je vais fermer les volets, mais ne cessez pas de jouer. » Que se passa-t-il alors dans ce cœur obscur et sauvage?
Je me le suis souvent demandé, et je ne l'ai su que lorsqu'il fut trop tard. Remords ignorés, regrets inexplicables, peur de voir s'évanouir bientôt entre ses mains ce bonheur inouï qu'il tenait si serré. Et alors tentation terrible de jeter irrémédiablement à terre, tout de suite, cette merveille qu'il avait conquise. Il sortit lentement, silencieusement, après avoir regardé sa jeune femme une fois encore. Nous le vîmes de la lisière du bois, fermer d'abord avec hésitation un volet, puis regarder vaguement vers nous, en fermer un autre, et soudain s'enfuir à toutes jambes dans notre direction. Il arriva près de nous, avant que nous eussions pu songer à nous dissimuler davantage. Il nous aperçut comme il allait franchir une petite haie récemment plantée et qui formait la limite d'un pré. Il fit un écart. Je me rappelle son allure hagarde, son air de bête traquée. Il fit mine de revenir sur ses pas pour franchir la haie du côté du petit ruisseau. Je l'appelai. « Maulne, Augustin !» Mais il ne tournait pas même la tête. Alors, persuadé que cela seulement pourrait le retenir, « Franz est là !» criai-je. « Arrête !» Il s'arrêta enfin. Haletant et sans me laisser le temps de préparer ce que je pourrais dire, « Il est là !» dit-il. « Que réclame-t-il ?»« Il est malheureux, » répondis-je. « Il venait te demander de l'aide pour retrouver ce qu'il a perdu. »« Oh !» fit-il en baissant la tête. « Je m'en doutais bien. J'avais beau essayer d'endormir cette pensée-là. Mais où est-il? Raconte vite. » Je dis que Franz venait de partir et que certainement on ne le rejoindrait plus maintenant. Ce fut pour moi une grande déception. Il hésita, fit 2 ou 3 pas, s'arrêta. Il paraissait au comble de l'indécision et du chagrin. Je lui racontai ce que j'avais promis en son nom au jeune homme. Je dis que je lui avais donné rendez-vous dans 1 an, à la même place. Augustin, si calme en général, était maintenant dans un état de nervosité et d'impatience extraordinaire. « Oh, pourquoi avoir fait ça ?» dit-il. « Mais oui, sans doute, je puis le sauver. Mais il faut que ce soit tout de suite. Il faut que je le voie, que je lui parle, qu'il me pardonne et que je répare tout. Autrement, je ne peux plus me présenter là-bas. » Et il se tourna vers la maison des Sablonnières. « Ainsi, dis-je, pour une promesse enfantine que tu lui as faite, tu es en train de détruire ton bonheur. »« Oh, si ce n'était que cette promesse, » fit-il. Et ainsi je connus qu'autre chose liait les 2 jeunes hommes, sans pouvoir deviner quoi. « En tout cas, dis-je, il n'est plus temps de courir. Ils sont maintenant en route pour l'Allemagne. » Il allait répondre lorsqu'une figure échevelée, hagarde, se dressa devant nous. C'était mademoiselle de Galais. Elle avait dû courir car elle avait le visage baigné de sueur. Elle avait dû tomber et se blesser car elle avait le front écorché au-dessus de l'œil droit et du sang figé dans les cheveux. Il m'est arrivé dans les quartiers pauvres de Paris de voir soudain descendu dans la rue, séparé par des agents intervenus dans la bataille, un ménage qu'on croyait heureux, uni, honnête. Le scandale a éclaté tout d'un coup, n'importe quand, à l'instant de se mettre à table, le dimanche avant de sortir, au moment de souhaiter la fête du petit garçon. Et maintenant tout est oublié, saccagé. L'homme et la femme au milieu du tumulte ne sont plus que 2 démons pitoyables, et les enfants en larmes se jettent contre eux, les embrassent étroitement, les supplient de se taire et de ne plus se battre. Mademoiselle de Galais, quand elle arriva près de Maulne, me fit penser à un de ces enfants-là, à un de ces pauvres enfants affolés. Je crois que tous ses amis, tout un village, tout un monde lui regardait qu'elle fût accourue tout de même, qu'elle fût tombée de la même façon, échevelée, pleurante, salie. Mais quand elle eut compris que Maulne était bien là, que cette fois du moins il ne l'abandonnerait pas, alors elle passa son bras sous le sien. Puis elle ne put s'empêcher de rire au milieu de ses larmes comme un petit enfant. Il ne dit rien, ni l'un ni l'autre. Mais, comme elle avait tiré son mouchoir, Maulne le lui prit doucement des mains. Avec précaution et application, il essuya le sang qui tachait la chevelure de la jeune fille. « Il faut rentrer maintenant, » dit-il. Et je les laissai retourner tous les 2 dans le beau grand vent du soir d'hiver qui leur fouettait le visage. Lui, les dents de la main au passage difficile. Elle, souriant et se hâtant, vers leur demeure, pour un instant abandonnée. Chapitre 10. La maison de Franz. Mal rassuré, en proie à une sourde inquiétude que l'heureux dénouement du tumulte de la veille n'avait pas suffi à dissiper, il me fallut rester enfermé dans l'école pendant toute la journée du lendemain. Sitôt après l'heure d'étude qui suit la classe du soir, je pris le chemin des Sablonnières.
La nuit tombait quand j'arrivais dans l'allée de sapins qui me menait à la maison. Tous les volets étaient déjà clos. Je craignis d'être importun en me présentant à cette heure tardive le lendemain d'un mariage. Je restais fort tard à rôder sur la lisière du jardin et dans les terres avoisinantes, espérant toujours voir sortir quelqu'un de la maison fermée. Mais mon espoir fut déçu. Dans la métairie voisine elle-même, rien ne bougeait. Et je dus rentrer chez moi, hanté par les imaginations les plus sombres. Le lendemain, samedi, mêmes incertitudes. Le soir, je pris en hâte ma pèlerine, mon bâton, un morceau de pain, pour manger en route. Et j'arrivai quand la nuit tombait déjà pour trouver tout fermé aux sablonnières comme la veille. Un peu de lumière au premier étage, mais aucun bruit, pas un mouvement. Pourtant, dans la cour de la métairie, je fis, cette fois, la porte de la ferme ouverte, le feu allumé dans la grande cuisine, et j'entendis le bruit habituel des voix et des pas à l'heure de la soupe. Ceci me rassura sans me renseigner. Je ne pouvais rien dire ni rien demander à ces gens, et je retournai guetter encore, attendre en vain, pensant toujours voir la porte s'ouvrir et surgir enfin la haute silhouette d'Augustin. C'est le dimanche seulement, dans l'après-midi, que j'ai résolu de sonner à la porte des sablonnières. Tandis que je grimpais les coteaux dénudés, j'entendis sonner au loin les vêpres du dimanche d'hiver. Je me sentais solitaire et désolé. Je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait, et je ne fus qu'à demi surpris lorsque, à mon coup de sonnette, je vis M. de Gallet tout seul paraître et me parler à voix basse. Yvonne de Gallet était alitée, avec une fièvre violente. Maulne avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage. On ne savait quand il reviendrait. Et comme le vieillard, très embarrassé, très triste, ne m'offrait pas d'entrée, je pris aussitôt congé de lui. La porte refermée, je restai un instant sur le perron, le cœur serré, dans un désarroi absolu, à regarder sans savoir pourquoi une branche de glycine desséchée que le vent balançait tristement dans un rayon de soleil. Ainsi ce remords secret que Maulne portait depuis son séjour à Paris avait fini par être le plus fort. Il avait fallu que mon grand compagnon échappât à la fin à son bonheur tenace. Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d'Yvonne de Gallet, jusqu'au soir où, convalescente enfin, elle me fit prier d'entrer. Je la trouvai assise auprès du feu, dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois. Elle n'était point pâle comme je l'avais imaginé, mais tout enfiévrée, au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême. Bien qu'elle parût très faible encore, elle s'était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu, mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle voulût se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore. Je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand Maulne serait de retour. « Je ne sais pas quand il reviendra, » répondit-elle vivement. Il y avait une supplication dans ses yeux, et je me gardai d'en demander davantage. Souvent je revins la voir. Souvent je causai avec elle auprès du feu, dans ce salon bas où la nuit venait plus vite que partout ailleurs. Jamais elle ne parlait d'elle-même ni de sa peine cachée, mais elle ne se lassait pas de me faire conter par le détail notre existence d'écolier de Sainte-Agathe. Elle écoutait gravement, tendrement, avec un intérêt quasi maternel, le récit de nos misères de grands enfants. Elle ne paraissait jamais surprise, pas même de nos enfantillages les plus audacieux, les plus dangereux. Cette tendresse affective qu'elle tenait de M. de Gallet, les aventures déplorables de son frère ne l'avaient point lassée. Le seul regret que lui inspira le passé, c'était, je pense, de n'avoir point encore été pour son frère une confidente assez intime, puisque, au moment de sa grande débâcle, il n'avait rien osé lui dire non plus qu'à personne, et s'était jugé perdu sans recours. Et c'était là, quand j'y songe, une lourde tâche qu'avait assumée la jeune femme, tâche périlleuse, de seconder un esprit follement chimérique comme son frère, tâche écrasante quand il s'agissait de lier partie avec ce cœur aventureux qu'était mon ami le grand Maulne. De cette foi qu'elle gardait dans les rêves enfantins de son frère, de ce soin qu'elle apportait à lui conserver au moins des bribes de ce rêve dans lequel il avait vécu jusqu'à 20 ans, elle me donna un jour la preuve la plus touchante, et je dirais presque la plus mystérieuse. Ce fut par une soirée d'avril, désolée comme une fin d'automne. Depuis près d'un mois, nous n'y vivions dans un doux printemps prématuré, et la jeune femme avait repris en compagnie de M. de Gallet les longues promenades qu'elle aimait. Mais ce jour-là, le vieillard se trouvant fatigué, et moi-même libre, elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant. À plus d'une demi-lieue des sablonnières, en longeant l'étang, l'orage, la pluie, la grêle nous surprirent. Sous le hangar où nous nous étions abrités contre l'averse interminable,
le vent nous glaçait debout l'un près de l'autre, pensifs, devant le paysage noirci. Je la revois, dans sa douce robe sévère, toute pâlie, toute tourmentée. « Il faut rentrer, » disait-elle. « Nous sommes partis depuis si longtemps. Qu'a-t-il pu se passer ?» Mais à mon étonnement, lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri, la jeune femme, au lieu de revenir vers les sablonnières, continua son chemin et me demanda de la suivre. Nous arrivâmes, après avoir longtemps marché, devant une maison que je ne connaissais pas, isolée au bord d'un chemin défoncé qui devait aller vers Préverange. C'était une petite maison bourgeoise, couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays, sinon son éloignement et son isolement. À voir Yvonne de Gallet, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un voyage. Elle ouvrit, en se penchant, une petite grille, et se hâta d'inspecter avec inquiétude le lieu solitaire. Une grande cour herbeuse, où des enfants avaient dû venir jouer pendant les longues et lentes soirées de la fin de l'hiver, était ravinée par l'orage. Un cerceau trempait dans une flaque d'eau. Dans les jardinets où les enfants avaient semé des fleurs et des pois, la grande pluie n'avait laissé que des tradés de gravier blanc. Et enfin, nous découvrîmes, blottis contre le seuil d'une des portes mouillées, toute une couvée de poussins transpercés par l'averse. Presque tous étaient morts sous les ailes raidies et les plumes fripées de la mer. À ce spectacle pitoyable, la jeune femme eut un cri étouffé. Elle se pencha, et, sans souci de l'eau ni de la boue, triant les poussins vivants d'entre les morts, elle les mit dans un pan de son manteau. Puis nous entrâmes dans la maison dont elle avait la clé. 4 portes ouvraient sur un étroit couloir où le vent s'engouffra en sifflant. Yvonne de Gallet ouvrit la première à notre droite et me fit pénétrer dans une chambre sombre, où je distinguai, après un moment d'hésitation, une grande glace et un petit lit recouvert à la mode campagnard d'un édredon de soie rouge. Quant à elle, après avoir cherché un instant dans le reste de l'appartement, elle revint, portant la couvée malade dans une corbeille garnie de duvet qu'elle glissa précieusement sous l'édredon. Et, tandis qu'un rayon de soleil languissant, le premier et le dernier de la journée, faisait plus pâle nos visages et plus obscure la tombée de la nuit, nous étions là, debout, glacés et tourmentés, dans la maison étrange. D'instant en instant, elle allait regarder dans le nid fiévreux, enlever un nouveau poussin mort pour l'empêcher de faire mourir les autres. Et chaque fois, il nous semblait que quelque chose, comme un grand vent par les carreaux cassés du grenier, comme un chagrin mystérieux d'enfant inconnu, se lamentait silencieusement. « C'est ici, » me dit enfin ma compagne, « la maison de France quand il était petit. Il avait voulu une maison pour lui tout seul, loin de tout le monde, dans laquelle il put aller jouer, s'amuser et vivre quand cela lui plairait. Mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire, si drôle, qu'il n'avait pas refusé. Et quand cela lui plaisait, un jeudi, un dimanche, n'importe quand, Franck se partait habiter dans sa maison comme un homme. Les enfants des fermes d'alentour venaient jouer avec lui, l'aider à faire son ménage, travailler dans le jardin. C'était un jeu merveilleux. Et le soir venu, il n'avait pas peur de coucher tout seul. Quant à nous, nous l'admirions tellement que nous ne pensions pas même à être inquiets. Maintenant, et depuis longtemps, poursuivit-elle, la maison est vide. Monsieur de Gallet, frappé par l'âge et le chagrin, n'a jamais rien fait pour retrouver ni rappeler mon frère. Et que pourrait-il tenter? Moi, je passe ici bien souvent. Les petits paysans des environs viennent jouer dans la cour comme autrefois. Et je me plais à imaginer que ce sont les anciens amis de France, que lui-même est encore un enfant et qu'il va revenir bientôt avec la fiancée qu'il s'était choisie. Ces enfants-là me connaissent bien, je joue avec eux. Cette couvée de petits poulets était à nous. Tout ce chagrin dont elle n'avait rien dit, ce grand regret d'avoir perdu son frère si fou, si charmant et si admiré, il avait fallu cette averse et cette débâcle enfantine pour qu'elle me les confiât. Et je l'écoutais sans rien répondre, le cœur tout gonflé de sanglots. Les portes et la grille refermées, les poussins remis dans la cabane en planches qu'il y avait derrière la maison, elle reprit tristement mon bras et je la reconduisis. Des semaines, des mois passèrent, époque passée, bonheur perdu. De celle qui avait été la fée, la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence. C'est à moi qu'il était échu de prendre le bras et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin, tandis que mon compagnon avait fui. De cette époque, de ces conversations, le soir, après la classe que je faisais sur la route de Saint-Benoît-des-Champs, de ces promenades où la seule chose dont il nous fallait parler était la seule sur laquelle nous étions décidés à nous taire, que pourrais-je dire à présent? Je n'ai pas gardé d'autres souvenirs que celui, à demi effacé déjà, d'un beau visage amaigri, de 2 yeux dont les paupières s'abaissent lentement tandis qu'il me regarde comme pour déjà ne plus voir qu'un monde intérieur. Et je suis demeurée son compagnon fidèle,
d'un temps dont nous pourrions parler durant tout un printemps et tout un été, comme il n'y en aura plus jamais. Plusieurs fois nous retournâmes l'après-midi à la maison de Franz. Elle ouvrait les portes pour donner de l'air, pour que rien ne fût moisi quand le jeune ménage reviendrait. Elle s'occupait de la volaille à demi sauvage qui gîtait dans la basse-cour. Et le jeudi ou le dimanche, nous encouragions les jeux des petits campagnards d'alentour, dont les cris et les rires dans le site solitaire faisaient paraître plus déserte et plus vide encore la petite maison abandonnée. Chapitre 11. Conversation sous la pluie. Le mois d'août, époque des vacances, m'éloigna des Sablonnières et de la jeune femme. Je dus aller passer à Sainte-Agathe mes 2 mois de congé. Je revis la grande cour sèche, le préau, la classe vide. Tout parlait du Grand Moulin. Tout était rempli des souvenirs de notre adolescence déjà finie. Pendant ces longues journées jaunies, je m'enfermais comme jadis, avant la venue de Moulin, dans le cabinet des archives, dans les classes désertes. Je lisais, j'écrivais, je me souvenais. Mon père était à la pêche au loin. Mélie, dans le salon, cousait ou jouait du piano comme jadis. Et dans le silence absolu de la classe, où les couronnes de papier vert déchirées, les enveloppes des livres de prix, les tableaux épongés, tout disait que l'année était finie. Les récompenses distribuées, tout attendait l'automne, la rentrée d'octobre et le nouvel effort. Je pensais de même que notre jeunesse était finie, et le bonheur manquait. Moi aussi j'attendais la rentrée aux Sablonnières et le retour d'Augustin qui, peut-être, ne reviendrait jamais. Il y avait cependant une nouvelle heureuse que j'annonçai à Mélie lorsqu'elle se décida à m'interroger sur la nouvelle mariée. Je redoutais ses questions, sa façon à la fois très innocente et très maligne de vous plonger soudain dans l'embarras, en mettant le doigt sur votre pensée la plus secrète. Je coupai court à tout, en annonçant que la jeune femme de mon ami Maulne serait mère au mois d'octobre. À part moi, je me rappelais le jour où Yvonne de Gallet m'avait fait comprendre cette grande nouvelle. Il y avait eu un silence. De ma part, un léger embarras de jeune homme. Et j'avais dit tout de suite, inconsidérément, pour le dissiper, songeant trop tard à tout le drame que je remuais ainsi, « Vous devez être bien heureuse. » Mais elle, sans arrière-pensée, sans regret ni remords ni rancune, elle avait répondu avec un beau sourire de bonheur. « Oui, bien heureuse. » Durant cette dernière semaine des vacances, qui est en général la plus belle et la plus romantique, semaine de grande pluie, semaine où l'on commence à allumer les feux, et que je passais d'ordinaire à chasser dans les sapins noirs et mouillés du vieux-lancé, je fis mes préparatifs pour rentrer directement à Saint-Benoît-des-Champs. Firmin, ma tante Julie et mes cousines du vieux-lancé me posaient trop de questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Je renonçai pour cette fois à mener durant 8 jours la vie enivrante de chasseur campagnard, et je regagnai ma maison d'école 4 jours avant la rentrée des classes. J'arrivai avant la nuit dans la cour déjà tapissée de feuilles jaunies. Le voiturier parti, je déballai tristement dans la salle à manger, sonore et renfermée, le paquet de provisions que m'avait fait maman. Après un léger repas du bout des dents, impatient, anxieux, je mis ma pèlerine et partis pour une fiévreuse promenade qui me mena tout droit aux abords des Sablonnières. Je ne voulus pas m'y introduire en intrus dès le premier soir de mon arrivée. Cependant, plus hardi qu'en février, après avoir tourné tout autour du domaine où brillait seule la fenêtre de la jeune femme, je franchis derrière la maison la clôture du jardin et m'assis sur un banc, contre la haie, dans l'ombre commençante, heureux simplement d'être là, tout près de ce qui me passionnait et m'inquiétait le plus au monde. La nuit venait. Une pluie fine commençait à tomber. La tête basse, je regardais sans y songer, mes souliers se mouillaient peu à peu et luire d'eau. L'ombre m'entourait lentement, et la fraîcheur me gagnait sans troubler ma rêverie. Tendrement, tristement, je rêvais au chemin boueux de Sainte-Agathe, par ce même soir de fin septembre. J'imaginais la place pleine de brume, le garçon bouché qui siffle en allant à la pompe, le café illuminé, la joyeuse voiturée avec sa carapace de parapluie ouvert qui arrivait avant la fin des vacances chez l'oncle Florentin. Et je me disais tristement, qu'importe tout ce bonheur, puisque Maulne, mon compagnon, ne peut pas y être, ni sa jeune femme. C'est alors que, levant la tête, je la vis à 2 pas de moi. Ses souliers dans le sable faisaient un bruit léger que j'avais confondu avec celui des gouttes d'eau de la haie. Elle avait sur la tête et les épaules un grand fichu de laine noire, et la pluie fine poudrait sur son front ses cheveux. Sans doute de sa chambre m'avait-elle aperçue par la fenêtre qui donnait sur le jardin, et elle venait vers moi. Ainsi ma mère, autrefois, s'inquiétait et me cherchait pour me dire
Il faut rentrer. Mais ayant pris goût à cette promenade sous la pluie et dans la nuit, elle disait seulement avec douceur « Tu vas prendre froid » et rester en ma compagnie à causer longuement. Yvonne de Gallet me tendit une main brûlante, et renonçant à m'en faire entrer aux sablonnières, elle s'assit sur un banc moussu et vert de grisé, du côté le moins mouillé, tandis que debout, appuyée du genou à ce même banc, je me penchai vers elle pour l'entendre. Elle me gronda d'abord amicalement, pour avoir ainsi écourté mes vacances. « Il fallait bien, répondis-je, que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie. »« Il est vrai, dit-il presque tout bas avec un soupir, je suis encore seule. Augustin n'est pas revenu. » Prenant ce soupir pour un regret, un reproche étouffé, je commençai à dire lentement. Tant de folie dans une si noble tête. Peut-être le goût des aventures plus fort que tout. Mais la jeune femme m'interrompit. Et ce fut en ce lieu, ce soir-là, que pour la première et la dernière fois, elle me parla de Maulne. « Ne parlez pas ainsi, dit-elle doucement. François Sorel, mon ami, il n'y a que nous. Il n'y a que moi de coupable. Songez à ce que nous avons fait. Nous lui avons dit « Voici le bonheur, voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse. Voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves. » Comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n'aurait-il pas été saisi d'hésitation, puis de crainte, puis d'épouvante, et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir ? « Yvonne, dis-je tout bas, vous saviez bien que vous étiez ce bonheur-là, cette jeune fille-là. »« Oh, soupira-t-elle, comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse ? C'est cette pensée-là qui est cause de tout. Je vous disais, peut-être que je ne puis rien faire pour lui. Et au fond de moi, je pensais, puisqu'il m'a tant cherché et puisque je l'aime, il faudra bien que je fasse son bonheur. Mais quand je l'ai vu près de moi, avec toute sa fièvre, son inquiétude, son remords mystérieux, j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres. Je ne suis pas digne de vous, répétait-il quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces. Et j'essayai de le consoler, de le rassurer. Rien ne calmait son angoisse. Alors j'ai dit, s'il faut que vous partiez, si je suis venue vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux, s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi, c'est moi qui vous demande de partir. Dans l'ombre, je vis qu'elle avait levé les yeux sur moi. C'était comme une confession qu'elle m'avait faite, et elle attendait anxieusement que je l'approuve ou la condamne. Mais que pouvais-je dire ? Certes, au fond de moi, je revoyais le grand Maulne de jadis, gauche et sauvage, qui se faisait toujours punir plutôt que s'excuser ou de demander une permission qu'on lui eût certainement accordée. Sans doute aurait-il fallu qu'Yvonne de Gallet lui fît violence et, lui prenant la tête entre ses mains, lui dit « Qu'importe ce que vous avez fait, je vous aime. Tous les hommes ne sont-ils pas des pécheurs ?» Sans doute avait-elle grand tort par générosité, par esprit de sacrifice, de le rejeter ainsi sur la route des aventures. Mais comment aurais-je pu désapprouver tant de bonté, tant d'amour ? Il y eut un long moment de silence, pendant lequel, troublés jusqu'au fond du cœur, nous entendions la pluie froide dégoûter dans les haies et sous les branches des arbres. « Il est donc parti au matin, » poursuivit-elle. « Plus rien ne nous séparait désormais. Et il m'a embrassée simplement, comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage. » Elle se levait. Je pris dans la mienne sa main fiévreuse, puis son bras, et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde. « Pourtant, il ne vous a jamais écrit ?» demandai-je. « Jamais, » répondit-elle. Et alors, la pensée nous venant à tous deux de la vie aventureuse qu'il menait à cette heure sur les routes de France ou d'Allemagne, nous commençâmes à parler de lui comme nous ne l'avions jamais fait. Détails oubliés, impressions anciennes, nous revenaient en mémoire, tandis que lentement nous regagnions la maison, faisant à chaque pas de longues stations pour mieux échanger nos souvenirs. Longtemps, jusqu'aux barrières du jardin, dans l'ombre, j'entendis la précieuse voix basse de la jeune femme. Et moi, repris par mon vieil enthousiasme, je lui parlais sans me lasser, avec une amitié profonde, de celui qui nous avait abandonnés. Chapitre 12. Le fardeau. La classe devait recommencer le lundi. Le samedi soir, vers 5 heures, une femme du domaine entra dans la cour de l'école où j'étais occupée à scier du bois pour l'hiver. Elle venait m'annoncer qu'une petite fille était née aux Sablonnières.
L'accouchement avait été difficile. À 9 heures du soir, il avait fallu demander la sage-femme de Prévrange. À minuit, on avait attelé de nouveau pour aller chercher le médecin de Vierzon. Il avait dû appliquer les fers. La petite fille avait la tête blessée et criait beaucoup, mais elle paraissait bien en vie. Yvonne de Gallet était maintenant très affaissée, mais elle avait souffert et résistait avec une vaillance extraordinaire. Je laissai là mon travail, courus revêtir un autre paletot, et content, en somme, de ces nouvelles, je suivis la bonne femme jusqu'aux sablonnières. Avec précaution, de crainte que l'une des deux blessées ne fût endormie, je montai par l'étroit escalier de bois qui menait au premier étage. Et là, M. de Gallet, le visage fatigué mais heureux, me fit entrer dans la chambre où l'on avait provisoirement installé le berceau, entouré de rideaux. Je n'étais jamais entrée dans une maison où fut né le jour même un petit enfant. Que cela me paraissait bizarre et mystérieux et bon. Il faisait un soir si beau, un véritable soir d'été, que M. de Gallet n'avait pas craint d'ouvrir la fenêtre qui donnait sur la cour. Accoudé près de moi sur l'appui de la croisée, il me racontait avec épuisement et bonheur le drame de la nuit. Et moi qui l'écoutais, je sentais obscurément que quelqu'un d'étranger était maintenant avec nous dans la chambre. Sous les rideaux, cela se mit à crier, un petit cri aigre et prolongé. Alors M. de Gallet me dit à demi-voix si c'est une blessure à la tête qui l'a fait crier. Machinalement, on sentait qu'il faisait cela depuis le matin et que déjà il en avait pris l'habitude. Il se mit à bercer le petit paquet de rideaux. « Elle a ri déjà, dit-il, et elle prend le doigt. Mais vous ne l'avez pas vue ?» Il ouvrit les rideaux et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. « Ce n'est rien, dit M. de Gallet. Le médecin dit que tout cela s'arrangerait de soi-même. Donnez-lui votre doigt, elle va le serrer. » Je découvris là comme un monde ignoré. Je me sentais le cœur gonflé d'une joie étrange que je ne connaissais pas auparavant. M. de Gallet entrouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme. Elle ne dormait pas. « Vous pouvez entrer, dit-il. » Elle était étendue, le visage enfiévré, au milieu de ses cheveux blonds épars. Elle me tendit la main en souriant d'un air las. Je lui fis compliment de sa fille. D'une voix un peu rauque et avec une rudesse inaccoutumée, la rudesse de quelqu'un qui revient du combat. « Oui, mais on me l'a abîmée, » dit-elle en souriant. Il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer. Le lendemain dimanche, dans l'après-midi, je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux sablonnières. À la porte, un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà. Merci de ne pas sonner. Je ne devinais pas de quoi il s'agissait. Je frappais assez fort, j'entendis dans l'intérieur des pas étouffés qui accouraient. Quelqu'un que je ne connaissais pas, et qui était le médecin de Vierzon, m'ouvrit. « Eh bien, qu'y a-t-il » fis-je vivement. « Chut, chut » me répondit-il tout bas, l'air fâché. La petite fille a failli mourir cette nuit, et la mère est très mal. Complètement déconcerté, je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La petite fille endormie dans son berceau était toute pâle, toute blanche, comme un petit enfant mort. Le médecin pensait la sauver. Quant à la mère, il n'affirmait rien. Il me donna de longues explications, comme au seul ami de la famille. Parla de congestion pulmonaire, d'embolie. Il hésitait, il n'était pas sûr. M. de Gallet entra, affreusement vieilli en 2 jours, hagard et tremblant. Il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait. « Il faut, me dit-il tout bas, qu'elle ne soit pas effrayée. Il faut, a ordonné le médecin, la persuader que cela va bien. » Tout le sang à la figure, Yvonne de Gallet était étendue, la tête renversée comme la veille. Les joues et le front rouge sombre, les yeux par instants révulsés comme quelqu'un qui étouffe. Elle se défendait contre la mort avec un courage et une douceur indicibles. Elle ne pouvait pas parler, mais elle me tendit sa main en feu avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots. « Eh bien, dit M. de Gallet très fort avec un enjouement affreux qui semblait de folie. « Vous voyez que pour une malade, elle n'a pas trop mauvaise mine. » Et je ne savais que répondre. Mais je gardais dans la mienne la main horriblement chaude de la jeune femme mourante. Elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose, me demander je ne sais quoi. Elle tourna les yeux vers moi, puis vers la fenêtre, comme pour me faire signe d'aller chercher dehors quelqu'un. Mais alors une affreuse crise d'étouffement la saisit. Ses beaux yeux bleus qui, un instant, m'avaient appelé si tragiquement, se révulsèrent. Ses joues et son front noircirent, et elle se débattit doucement, cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir. On se précipita. Le médecin et les femmes avec un ballon d'oxygène, des serviettes, des flacons, tandis que le vieillard penché sur elle criait. «
criait comme si déjà elle eût été loin de lui, de savoir où il était tremblante. « N'aie pas peur, Yvonne, ce ne sera rien. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Puis la crise s'apaisa. Elle put souffler un peu, mais elle continuait à suffoquer à demi, les yeux blancs, la tête renversée, luttant toujours, mais incapable fût-ce un instant pour me regarder et me parler, de sortir du gouffre où elle était déjà plongée. Et comme je n'étais utile à rien, je dus me décider à partir. Sans doute j'aurais pu rester un instant encore, et à cette pensée je me sens étreint par un affreux regret. Mais quoi? J'espérais encore. Je me persuadais que tout n'était pas si proche. En arrivant à la lisière des sapins derrière la maison, songeant au regard de la jeune femme tournée vers la fenêtre, j'examinais avec l'attention d'une sentinelle ou d'un chasseur d'hommes la profondeur de ce bois par où Augustin était venu jadis et par où il avait fui l'hiver précédent. Hélas, rien ne bougea. Pas une ombre suspecte, pas une branche qui remue. Mais à la longue là-bas, vers l'allée qui venait de Prévrange, j'entendis le son très fin d'une clochette. Bientôt parut au détour du sentier un enfant avec une calotte rouge et une blouse d'écolier que suivait un prêtre. Et je partis, dévorant mes larmes. Le lendemain était le jour de la rentrée des classes. À 7 heures, il y avait déjà 2 ou 3 gamins dans la cour. J'hésitais longuement à descendre, à me montrer. Et lorsque je parus enfin, tournant la clé de la classe moisie qui était fermée depuis 2 mois, ce que je redoutais le plus au monde arriva. Je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sous le préau et s'approcher de moi. Il venait me dire que la jeune dame des Sablonnières était morte hier à la tombée de la nuit. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. Rien que traverser la cour aride de l'école, c'est une fatigue qui va me briser les genoux. Tout est pénible, tout est amer puisqu'elle est morte. Le monde est vide, les vacances sont finies. Fini les longues courses perdues en voiture. Fini la fête mystérieuse. Tout redevient la peine que c'était. J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. Ils s'en vont, par petits groupes, porter cette nouvelle aux autres à travers la campagne. Quant à moi, je prends mon chapeau noir, une jaquette bordée que j'ai, et je m'en vais misérablement vers les Sablonnières. Me voici devant la maison que nous avons tant cherchée il y a 3 ans. C'est dans cette maison qu'Yvonne de Gallet, la femme d'Augustin Maulne, est morte hier soir. Un étranger la prendrait pour une chapelle, tant il s'est fait de silence depuis hier dans ce lieu désolé. Voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée, ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches. Comment lutterais-je contre cette affreuse révolte, cette suffocante montée de larmes? Nous avions retrouvé la belle jeune fille, nous l'avions conquise. Elle était la femme de mon compagnon et moi je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais. Je la regardais et j'étais content, comme un petit enfant. J'aurais un jour peut-être épousé une autre jeune fille. Et c'est à elle la première que j'aurais confié la grande nouvelle secrète. Près de la sonnette, au coin de la porte, on a laissé l'écriteau d'hier. On a déjà apporté le cercueil dans le vestibule, en bas. Dans la chambre du premier, c'est la nourrice de l'enfant qui m'accueille, qui me raconte la faim et qui entr'ouvre doucement la porte. La voici. Plus de fièvre ni de combat. Plus de rougeur ni d'attente. Rien que le silence et, entouré d'ouates, un dur visage insensible et blanc. Un front mort d'où sortent les cheveux drus et durs. Monsieur de Gallet, accroupi dans un coin, nous tournant le dos, est en chaussettes, sans souliers. Et il fouille avec une terrible obstination dans des tiroirs en désordre, arrachés d'une armoire. Il en sort de temps à autre avec une crise de sanglots qui lui secoue les épaules comme une crise de rire, une photographie ancienne, déjà jaunie, de sa fille. L'enterrement est pour midi. Le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'ouates imbibées de phénol. L'habillage terminé, on lui a mis son admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoffes d'argent. Il a fallu aplatir et friper les mêles manches à gigots maintenant démodées. Au moment de faire monter le cercueil, on s'est aperçu qu'il ne pourrait pas tourner dans le couloir trop étroit. Il faudrait avec une corde le hisser du dehors par la fenêtre et de la même façon le faire descendre ensuite. Mais M. de Gallet, toujours penché sur de vieilles choses parmi lesquelles il cherche on ne sait quel souvenir perdu, intervient alors avec une véhémence terrible. « Plutôt, dit-il d'une voix coupée par les larmes et la colère,
plutôt que de laisser faire une chose aussi affreuse. C'est moi qui la prendrai et la descendrai dans mes bras. Et il ferait ainsi, au risque de tomber en faiblesse à mi-chemin et de s'écrouler avec elle. Mais alors je m'avance, je prends le seul parti possible. Avec l'aide du médecin et d'une femme, passant un bras sous le dos de la morte étendue, l'autre sous ses jambes, je la charge contre ma poitrine. Assise sur mon bras gauche, les épaules appuyées contre mon bras droit, sa tête retombante retournée sous mon menton, elle pèse terriblement sur mon cœur. Je descends lentement, marche par marche, le long escalier raide, tandis qu'en bas on apprête tout. J'ai bientôt les 2 bras cassés par la fatigue. À chaque marche, avec ce poids sur la poitrine, je suis un peu plus essoufflée. Agrippée au corps inerte et pesant, je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte. Je respire fortement et ses cheveux blonds aspirés m'entrent dans la bouche. Des cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure. Et de vous, Yvonne de Gallet, jeune femme tant cherchée, tant aimée.